Bonjour et bienvenue dans ma 31e revue d'activité parlementaire en mode député. Au cours des dernières semaines, l'activité parlementaire a été bien entendu concentrée autour des débats sur le mouvement des Gilets jaunes, mon activité comme celle de l'ensemble des membres du groupe de la France Insoumise, de soutien et de propositions également par rapport à ce mouvement. Nous avions à l'agenda de l'Assemblée plusieurs textes que nous avons examinés, sur lesquels nous nous sommes prononcés, mais qui ont bien entendu été un peu bousculés très normalement, puisque la révolte populaire des dernières semaines a eu un impact heureusement sur les institutions. Parmi les textes que nous avions à l'ordre du jour très importants se trouvait le texte de réforme de programmation sur la justice. Donc c'est un texte très important qui a d'ailleurs été en deux parties, un texte sur la loi ordinaire et un texte de loi organique, qui a été travaillé donc au sein de la commission des lois avec mon collègue Hugo Bernalicis, député de Lille, qui était le chef de file sur ce dossier et qui a tenu tout le long dans les débats en commission comme en séance, vraiment à bout de bras ce travail qui était très important, plus de 52 articles. Le texte parle aussi bien de la procédure civile que de la procédure pénale. Il a suscité l'opposition de tous les professionnels de la justice, les robes noires qui sont mobilisés et qui restent mobilisés contre ce texte parce que c'est un texte qui va à la fois renforcer les pouvoirs du parquet et du coup au détriment de ceux de la défense. C'est un texte qui va éloigner encore plus avec des processus de fusion en fait des tribunaux, qui va éloigner les justiciables de la justice, et c'est un texte dont la logique comptable est prioritairement mise sur la construction de nouvelles places de prison, c'est-à-dire du coup le fait qu'on va devoir les remplir, qu'on va les remplir, et qu'on ne va absolument pas résoudre le problème de la surpopulation carcérale sur lesquels notre pays est régulièrement condamné par des instances internationales. Donc il fait l'unanimité contre lui, ce texte-là, malgré les déclaration de la ministre, de la majorité. Tous les avocats, tous les magistrats, les greffiers, enfin vraiment tout le personnel de la justice sont contre. C'est un débat qui n'est pas terminé, puisque étant donné les changements dans l'ordre du jour dus aux déclarations du Premier ministre sur la crise des Gilets jaunes et du vote de la motion de censure, nous n'avons pas pu aller au bout de son examen, qui se terminera normalement en janvier prochain. Donc la mobilisation contre le texte continue, les avocats, magistrats, greffiers restent mobilisés, mais nous avons été au moins jusqu'à quasiment la dernière lecture en commission, où nous avons présenté à la fois nos propositions pour une justice véritablement au service du peuple, avec une autre logique notamment de déflation carcérale, et où nous sommes opposés sur pour tous les arguments déjà développés à tout ce que ce texte porte, et que nous continuerons du coup à faire lors de la dernière lecture finale en séance en janvier prochain. À l'agenda de l'Assemblée avait été également mis un débat sur le Brexit, sur un projet de loi d'ordonnance qui ont été votés par la majorité pour permettre au gouvernement d'organiser en fait les relations avec le Royaume-Uni au moment du Brexit, puisque le vote de la Chambre des communes devait avoir lieu il y a quelques semaines. Ce n'a pas eu lieu, ça a été repoussé, mais l'éventualité que l'accord ne soit pas accepté par la majorité parlementaire en Grande-Bretagne nécessite de prendre un certain nombre de mesures. Donc sur ce dossier, je suis intervenue avec Jean-Luc Mélenchon ainsi que Michel Larive pour présenter la position de la France Insoumise, qui est d'abord et avant tout, quel que soit le point de vue qu'on a sur le vote du peuple britannique, de le respecter et de se donner les moyens que nos relations restent véritablement celles d'un partenariat, d'un respect
du peuple britannique, ce qui n'a pas du tout été le cas dans les négociations qui ont eu lieu entre l'Union européenne et le gouvernement britannique, puisqu'il y a eu une unanimité des pays de l'Union européenne pour en gros faire payer au peuple britannique en fait son choix, ce qui explique en partie la crise que connaît aujourd'hui le gouvernement de Theresa May, pour lequel nous n'avons absolument aucune sympathie, mais cette intransigeance et cette volonté à tout prix de récupérer en vérité pour les dirigeants et dirigeantes européennes, en gros l'influence de la place financière de la City, et donc de faire une concurrence entre les grandes villes pour se partager d'une certaine manière ce qui reste de l'attrait de Londres, a mené voilà, à un accord qui est aujourd'hui difficilement acceptable. C'est tout cela que nous avons présenté lors des débats de la commission spéciale et aussi en séance sur ce projet de loi Brexit. Et c'est aussi une dimension importante du travail que l'on fait et qu'on va continuer à faire avec nos camarades britanniques, parce que ce que nous développons aussi au niveau européen vis-à-vis de la Grande-Bretagne, c'est des relations avec les forces de gauche, avec les forces du Labour de Jeremy Corbyn, que Jean-Luc Mélenchon a rencontré il y a quelques mois, et parce que nous pensons qu'une autre Europe et d'autres relations, y compris avec des pays européens non membres de l'UE, sont possibles et nécessaires, mais certainement pas avec le mandat donné aujourd'hui par la Commission et l'Union européenne vis-à-vis du peuple britannique. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale et Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le 23 juin 2016, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. La semaine dernière, la Chambre des communes britannique a voté pour la première fois de son histoire constitutionnelle l'outrage au Parlement par le gouvernement de Theresa May. Et aujourd'hui, la même Theresa May, Dancing Queen en déroute, a annoncé le report du vote de l'accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, car elle sait qu'elle n'a pas la majorité à l'heure qu'il est. Le projet de loi dont nous discutons vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne suite à ce Brexit. Le gouvernement a d'abord choisi de faire traîner cette préparation, cela a été dit par des collègues précédemment, sauf pour tout ce qui concerne les intérêts de la finance. Les intérêts des peuples passent après et sont traités avec brutalité, puisque nous voilà en procédure accélérée sans attendre le résultat du vote britannique, afin, je cite, d'envoyer un signal à Londres. Cette stratégie de mise sous pression des parlementaires à la fois britanniques et français est, comme beaucoup de stratégies du gouvernement, totalement hors sol, au regard du déroulement des débats en Grande-Bretagne et surtout des enjeux de ce débat et des choix qui doivent être faits par le peuple britannique. Cette méchante manœuvre, sortie tout droit du manuel de la diplomatie jupitérienne, dont on se rappelle les éclatantes réussites auprès des États-Unis, de la Russie ou de l'Arabie saoudite, n'est pas à la hauteur de la situation. Mais venant de votre majorité, nous en sommes désormais habitués. Elle exprime une nouvelle fois le profond mépris qu'a votre gouvernement et votre majorité à l'égard des parlementaires et des peuples, en France comme en Europe. Par respect pour notre mandat parlementaire, nous devrions occuper notre temps à autre chose que de voter en cadence, en rejetant systématiquement et sans réfléchir les amendements de l'opposition et en signant un blanc-seing au gouvernement. Pour notre part, nous allons nous efforcer, lors de ces débats, à mener justement une discussion de fond et à apporter un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir rapidement. Tout d'abord, le respect de la souveraineté populaire et du choix exprimé lors du référendum britannique doit être réaffirmé. Il s'agit de refuser également que les futures relations de travail entre les deux pays soient régies par le régime du travail détaché. Nous proposons à la place que s'impose le droit du travail français pour toutes les personnes travaillant en France. Nous défendons le protectionnisme solidaire qui impose la garantie des conditions matérielles d'existence et le respect de la règle verte dans les relations commerciales entre États.
Mais bien évidemment, le débat qui a animé l'Assemblée nationale le plus fortement au cours des dernières semaines de cette fin d'année 2019, c'est celui porté par des milliers de nos concitoyens et concitoyennes sur les ronds-points qui ont obligé la majorité à revenir sur des mesures prises, l'augmentation de la taxe carbone. Mais ce qu'on a vu et ce que nous avons dénoncé au cours des dernières semaines, que ce soit dans nos interpellations au gouvernement, lors des questions au gouvernement, comme celle que j'ai faite cette semaine au Premier ministre, mais aussi dans les débats sur le projet de loi de finances et dans les débats sur le projet de loi spécial qui a été fait en toute vitesse, de n'importe quelle manière par le gouvernement pour soi-disant répondre aux aspirations. C'était justement à la fois un enjeu de justice fiscale, de justice sociale, mais aussi de démocratie, par rapport auquel la majorité n'a encore une fois pas été à la hauteur. Et c'est le sens de mon interpellation, puisqu'au fil des semaines, il est apparu très clairement que soit les membres de la majorité du gouvernement ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient, puisqu'ils se contredisaient les uns les autres, soit ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et ce qu'ils faisaient, c'était de vouloir enfumer tout le monde, ce qui montre à nouveau une marque de mépris. Dans tous les cas, toute l'usine à gaz et tout le montage qu'ils ont essayé de faire n'empêche pas qu'un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes restent mobilisés, et ça c'est important parce que seul le rapport de force a permis les premiers reculs et permettra véritablement que tout ce qu'a porté ce mouvement-là puisse être obtenu à court, moyen et long terme. Donc c'est une discussion qui, je crois, va continuer à animer les débats de l'Assemblée nationale, et en tous les cas que nous porterons à la France insoumise et sur lesquels nous obligerons le gouvernement à rendre des comptes et la majorité à se déterminer. C'est l'histoire d'un faussaire à la tête d'une association de malfaiteurs qui exécute au doigt et à l'œil les ordres d'un certain Jupiter, avec pour seul dogme, seule idée fixe, seule boussole politique, protéger les riches, défendre les riches, sauver les riches, envers et contre tout, le bon sens, l'intérêt général comme celui de la planète. Une révolte populaire lui a peu fait ravaler sa morgue et changer de ton, mais cela ne lui a pas encore fait abandonner cette funeste obsession. Il pense pouvoir mater le peuple à coups de flashball et l'amadouer avec quelques écus récupérés en lui faisant les poches. Des gilets jaunes demandent l'augmentation du SMIC. Il répond: laissez s'exprimer, okay, Madame Obono. Je vous donne une prime, pas à tout le monde, pas tout de suite, pas automatique. On ne sait pas encore de combien, 40, 90, 100, mais on sait que c'est vous qui la paierez avec vos impôts. Les gilets jaunes demandent la justice sociale. Il répond: ok, je vais vous faire travailler plus pour gagner pas beaucoup plus, en vous sucrant vos cotisations, donc votre sécu, votre chômage et votre retraite. Trinquez, bonnes gens, le Macrozy nouveau est arrivé. Les gilets jaunes demandent la justice sociale et le retour de l'ISF. Il répond: ça non, touchez pas au Grisby. C'est 4 milliards d'ISF, c'est 40 milliards de CICE, c'est les cadeaux qu'on ne peut donner qu'aux riches. On recule un peu ici, mais on reprend un bout par là. On rétropédale parce que c'est trop gros. C'est la cacophonie en marche. Plus personne n'y comprend rien, c'est fait exprès, ou alors c'est incompétent, soit c'est les deux. La seule chose qui est claire, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paieront et les mêmes qui ne paieront pas. Pendant que les foyers modestes et les un peu moins pauvres passent à la caisse, les ultra-riches dorment tranquilles. Invités à fouler la moquette à 300 000 € de l'Élysée, elles et ils feront peut-être ruisseler quelques gouttes qui s'évaporeront avant de toucher terre. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Quand allez-vous enfin faire contribuer ces riches qui nous coûtent, à nous et à la planète, bien trop cher? Merci, Madame Obono. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai été également présente sur la circonscription, la 17e circonscription de Paris, où j'ai rencontré des habitants et des habitantes lors de diffusions sur les marchés du week-end dernier, mais également des associations, des collectifs. Je voulais revenir sur trois thématiques que je porte depuis plusieurs mois. La première, sur les questions d'éducation.
puisque j'ai rencontré il y a quelques jours un collectif de parents mobilisés dans le 19e arrondissement suite au fait que dans les écoles, sur plusieurs écoles en fait de la rue de Tandou, dans le 19e, ça fait depuis la rentrée de septembre qu'il n'y a pas d'assistante sociale. C'est dans un quartier populaire où il y a beaucoup de familles en difficulté et donc d'enfants en difficulté, en précarité sociale, qui n'ont pas aujourd'hui de services auxquels s'adresser. Donc c'est une situation assez problématique et donc ce collectif de parents dont on reparlera à la rentrée puisqu'ils vont diffuser une pétition et se mobiliser, est venu m'interpeller pour que je joigne ma voix à la leur et qu'on puisse obtenir que une assistante ou un assistant social puisse assurer le service auprès des familles. Sur la question de l'éducation, il y a aussi dans le 18e arrondissement une mobilisation de parents sur la question de la qualité de la cantine autour du collectif Les Enfants du 18e mangent ça. Donc ce sont des parents qui depuis plusieurs mois en fait interpellent la mairie quant à la qualité de l'alimentation à la cantine dans le 18e arrondissement. Il faut savoir que dans le 18e, c'est le seul arrondissement de Paris qui a une délégation du service public donc des cantines scolaires auprès d'une société extérieure. Et donc, il y a besoin d'être très attentif et très sourcilleux, de contrôler en permanence la qualité de ce qui est produit. Vous savez que c'est une thématique qui nous tient à cœur à la France Insoumise sur cette question de l'alimentation, de la malbouffe comme on dit. Notre collègue Loïc Prudhomme a été le président d'une commission d'enquête et a sorti un rapport très fourni sur le sujet. Et donc, ça fait le lien à la fois avec ce travail au niveau national et puis du coup au soutien aux initiatives des parents, d'alerte citoyenne et puis de contrôle citoyen dont nous pensons que c'est nécessaire. Et avec également une discussion non seulement de soutenir de ce collectif au titre de mon intervention dans la caisse des écoles, puisque c'est la seule institution en fait au niveau local où je siège en tant que députée, où les députés siègent et un pouvoir d'intervention, d'interpellation et de vote. Et puis, plus généralement, ça permet aussi de réfléchir aux alternatives que l'on voudrait mettre en place sur une alimentation, une restauration collective scolaire qui voilà, serait public et qui serait dans une logique de circuit court, d'approvisionnement avec des producteurs locaux. Et donc voilà, ça participe aussi à l'élaboration de propositions alternatives. Voilà sur les questions d'éducation, des problématiques également au niveau des associations que je continue à relayer et à soutenir, des associations qui ont besoin de financement, qui ont besoin de locaux, qui ont besoin également de bénévoles que je rencontre régulièrement et pour lesquels je fais aussi des lettres de soutien. Je voulais revenir sur deux structures particulièrement active sur cette circonscription dans l'accueil et le soutien à la solidarité aux personnes migrantes. J'ai donc visité il y a quelques semaines le centre d'accueil et d'accompagnement des personnes migrantes qui est situé entre la porte de la Villette et la porte d'Aubervilliers, qui s'appelle le Cèdre, qui est en fait une structure gérée par le secours catholique et qui fait un accompagnement et une aide en fait à l'autonomie des personnes migrantes depuis plusieurs années. Ce qui m'a permis à la fois de voir leur intervention sur le terrain et puis aussi d'être interpellée en tant que députée de Paris de la circonscription, mais aussi en tant que commissaire aux lois, puisque vous le savez, j'ai été chef de file de la France Insoumise sur le projet de loi qui est devenu la loi sur l'asile et l'immigration, et donc c'est un dossier sur lequel nous continuons à travailler, que ce soit à la commission des lois, au sein du groupe parlementaire et également avec l'équipe thématique du mouvement de la France Insoumise sur la question des migrations. Et donc là aussi, articuler le travail de terrain local avec le travail national.
et donc la collaboration avec des associations et des bénévoles comme celles et ceux du CEDRE. Il y a aussi des associations comme les petits déjeuners solidaires qui distribuent chaque jour des centaines de petits déjeuners dans le jardin des Halles et que j'avais rencontré déjà depuis le début du mandat et donc que je continue à soutenir, à suivre. J'ai notamment participé à une de leurs distributions et j'ai relayé leur demande de pouvoir avoir un local où ils puissent entreposer en fait les denrées qui leur permettent de préparer des petits déjeuners, puisque pour le moment ils avaient un accord temporaire avec le grand parquet, mais qui n'est pas certain d'être renouvelé. Ils font vraiment un travail d'accueil à travers le simple fait de donner du café, du thé chaud, de dire bonjour, de discuter avec des personnes migrantes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. On le voit, il y a vraiment tout type de public qui vient le matin entre 8h30 et 10h sur cette petite placette devant le jardin des Halles. Et voilà, c'est un travail au quotidien d'accueil, de solidarité qu'il est important à la fois de saluer et aussi de soutenir très fortement. Alors en circonscription, il y a le travail sur les questions des écoles, sur les questions des associations. Il y a aussi les contacts avec les habitants dont je parlais. Nous organisons régulièrement dans différents quartiers du 18e et du 19e des porte-à-porte, ce qui nous permet d'aller à la rencontre des habitants et des habitantes et puis voilà, de savoir quelles sont leurs problématiques et de répondre à leurs questionnements. Nous avons organisé au cours des dernières semaines 2 porte-à-porte, un dans le 18e et un dans le 19e. Je voulais vous parler en particulier de celui que nous avons organisé à la porte des Poissonniers, vers la rue d'Andrézieux, dans une résidence en fait, où les habitants et les habitantes sont confrontés à beaucoup de difficultés, des questions notamment liées à la rénovation par le bailleur social donc de leurs immeubles, une rénovation qui se fait dans des conditions extrêmement problématiques. Et qui fait que depuis des mois, des résidents et résidentes se retrouvent avec des logements dans un état de travaux permanents, avec des finitions mal faites, etc. Donc tout un problème sur la question de la rénovation, un certain nombre de problèmes sur la question de l'accompagnement aussi, de nouvelles familles qui sont arrivées dans la résidence, et l'accompagnement social n'est absolument pas fait comme il faudrait l'être pour permettre justement le vivre ensemble et la sociabilité, une sociabilité au sein de la résidence, et également un certain nombre de problèmes de sécurité avec le développement de réseaux de trafic extérieurs à la résidence, et qui donc crée de la tension. Et donc voilà, tous ces problèmes-là ont été portés du coup à la connaissance à la fois de la mairie et du bailleur, qui a un certain nombre de responsabilités aussi en la matière. Et donc ces problématiques, je les ai appuyées, et ça a permis ça a commencé en tout cas à faire réagir un peu plus les responsables et pouvoirs publics. Et donc c'est un dossier dont on reparlera, puisque je retournerai dans quelques mois auprès de ces habitants pour voir comment les choses avancent, et pour réinterpeller bien sûr les responsables publics et bailleurs sociaux sur le sujet. Dans les luttes, alors il y a eu beaucoup de gilets jaunes. J'étais notamment présente à Paris dans les dernières mobilisations, mais aussi dans d'autres régions, notamment en Vendée, où je me suis rendue à La Roche-sur-Yon. C'est un des départements que je suis pour la France Insoumise, puisque, vous le savez ou peut-être pas, les 17 députés se sont répartis plusieurs départements sur le territoire, puisque nous ne sommes que 17, et nous avons donc 4-5 départements dont nous sommes les députés référents. Et donc moi, la Vendée fait partie de ces départements, et du coup j'ai été invitée à rencontrer à la fois des habitants sur les marchés, à organiser une réunion publique, et à me rendre donc sur des ronds-points pour discuter avec des gilets jaunes
des citoyens et citoyennes mobilisés contre la vie chère, contre l'injustice fiscale. Et donc, ça a été des rencontres très riches, très intéressantes, avec tous les témoignages que vous connaissez. Et du coup, de La Roche-sur-Yon à Paris, la même colère, les mêmes revendications, et puis surtout la même solidarité, la même volonté de changer les choses est portée. Et ça, c'est aussi une source d'inspiration pour la députée que je suis, puisque c'est ça que j'essaie de relayer à l'Assemblée nationale, et pour ça que je me bats avec mes collègues de la France insoumise. Enfin, ce mois de décembre aura vu la réunion de la convention désormais annuelle du mouvement de la France insoumise. Elle a eu lieu cette fois-ci à Bordeaux. Et ça a été une très très belle convention. On voit à la fois une pratique qui se met en place sur l'organisation avec des délégués tirés au sort et un déroulement des travaux qui allie à la fois des présentations et du travail en petits groupes à des modalités qui vont encore être améliorées par les retours justement des participants, mais vraiment un travail, une organisation impressionnante. Et puis ce qui a marqué les débats et le travail de cette convention, c'est bien sûr le mouvement des Gilets jaunes, puisque nous étions vraiment ouverts donc le 8 décembre à cette mobilisation. Beaucoup de nos camarades étaient sur les ronds-points. Nous nous sommes rendus à la manifestation du 8 décembre pour le climat et aussi des Gilets jaunes qui avait lieu à Bordeaux. Et nous avons bien entendu porté et débattu et fait écho de toutes ces luttes dans notre travail de convention, et puis aussi dans le programme que nous avons débattu pour les européennes, puisque ça a été l'occasion de présenter la liste des européennes, des candidats et candidates aux prochaines élections européennes de notre mouvement. Une très 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 belle liste avec des citoyens, des citoyennes, des syndicalistes, des employés, des salariés, des chômeurs et des chômeuses, des étudiants et des étudiantes. Voilà une liste à l'image de la France des Gilets jaunes, de la France qui travaille, qui se mobilise, qui est solidaire, qui partage et qui porte ce projet de l'avenir en commun en France et en Europe, puisque c'est une liste qui se construit avec nos partenaires au niveau européen, Podemos en Espagne, le Bloc de gauche au Portugal, l'Alliance rouge-verte au Danemark. Ces partenaires qui nous ont envoyé des messages de solidarité à l'occasion de cette convention, et qui s'est terminée par les interventions notamment de notre tête de liste, Manon Aubry, une personnalité du monde associatif qui a travaillé notamment pour Oxfam sur la question de la lutte contre la fraude fiscale, qui a une expertise en la matière, et puis aussi une passion pour ces sujets, pour l'engagement, qui est une très très belle tête de liste. Nous sommes très fiers et très honorés qu'elle se soit engagée en politique avec la France insoumise pour défendre ensemble tous ces combats. Et ce qui, avec elle, avec tous les membres de cette liste absolument extraordinaire, Younous Omarjee, qui est le meilleur député européen, Leïla Chaibi, Manuel Bompard et beaucoup d'autres, je crois qu'on va faire une très très belle campagne au niveau européen pour dire stop à Macron et pour dire oui à une autre Europe, une Europe des peuples, une Europe de la solidarité. Voilà, c'est la fin de cette 31e revue d'activité parlementaire en mode député. Je vous dis à bientôt et bonne fête de fin d'année, bonnes vacances à celles et ceux qui peuvent en prendre. C'est la fin d'une année qui a été chargée, qui a été intense,
et à travers laquelle nous avons, au sein de la France Insoumise, au sein du mouvement et du groupe parlementaire, continué à défendre notre programme, nos idées, à se faire l'écho des luttes à l'Assemblée nationale et à faire avancer l'alternative que nous construisons ensemble. J'espère que cette dernière vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus si c'est le cas, de la diffuser sur vos réseaux, de vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à bientôt pour 2019.